En transition, nous allons avoir une information importante et avec là encore des regards croisés sur le programme Erasmus pour tous qui démarre très prochainement en 2014. Donc regards croisés. Alors c'est pas tout à fait en l'ordre sur le slide que vous avez sous les yeux puisqu'on va donner la parole dans un premier temps à Boriana Georgieva qui arrive, comme je le disais ce matin, de l'agence Europe Éducation de Sofia. Et ensuite, ce regard sera croisé avec celui d'Antoine Godbert, directeur de l'agence Europe Éducation, que la plupart d'entre vous ici connaissent et qui est donc à Bordeaux. Alors, comme je le disais, Boriana fait son intervention en anglais. Si certains ont besoin, vous pouvez vous rapprocher des deux étudiantes qui sont parmi nous, que je ne vois pas, mais qui doivent être par là, et qui peuvent appuyer pour la traduction. Alors, je ne les vois pas, mais elles devraient être par là. Oui, Dorian et Inès, merci Lefebvre. Donc je donne tout de suite la parole à Boriana. Bonjour à tous. Je m'excuse pour parler en anglais, mais je me sens plus confiante. First of all, I would like to say thank you to our hosts today, and especially to Jacqueline Bergeron for organizing such a wonderful event, which I think would be very useful for all of us. And to start with, I would like to give a quick overview of the situation in Bulgaria in view of higher education. So our country joined the Erasmus program in 1999, which means that in 2012 we were celebrating 15th anniversary of Erasmus. Nevertheless, for the last few years we've managed to realize roughly around 11,000 students and 4,500 staff mobilities, which is quite impressive for such a small country. And in 1999, there were only 10 universities that joined the program for the first time, whereas at the moment we have 48 universities and one consortium participating in the program. Only in the last academic year, we've managed to fund more than 3,000 mobilities in total, and we've allocated €6,700,000. In the field of higher education currently, as you're all very well aware, there are many programs, the Erasmus program within the lifelong learning program, and 5 other key cooperation programs such as the Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, EduLink, and the program for cooperation with industrialized countries. So the plans of the Commission for the new program, which is to be launched in 2014, is to bring all these programs under the same roof in order to bring simplification to the implementation of the program and the application process. I'm not really sure whether I should use the name Erasmus for All, as you all probably know that there are discussions between the Parliament, the Council and the Commission at the moment around the name. So there is a proposal for the name to be Yes Europe, which stands for Youth Education and Sport, which Bulgaria doesn't very much support because the name Erasmus for All is very popular at the moment and is how the new program has been promoted so far. Anyway, all these programs that are existing at the moment are following different calendars and support different actions and work under different procedures. So the aim is to hopefully ensure that measures are taken to ensure consistency and provide clear information to European students and staff, of course, university staff and teachers, about the new program and the objectives set by the Commission, which are quite ambitious. The new program shall, of course, contribute to modernization and further internationalization of higher education and training through 3 key actions.
So the first one is mobility, which you are very familiar with. The second one would be cooperation, and the third one would be policy support. I think Antoine will be a bit more detailed about the different actions, so I won't get into details about the actions. Currently, the Commission is consulting all member states about the content of the programme. And in this respect, I think this is a very important moment for us all to have a discussion around the content rather than the name of the new program, because this is something very important. And since the Commission still has not finalized all the details around the actions, the program, the budget, and so many other things, I think that it should start from universities and, of course, national authorities in order to ensure that the new program will be what we want it to be, and the impact possible to achieve. I believe that all countries are in favour of the increased budget which is proposed by the Commission. We still don't know whether it would be accepted by the Parliament. Another very positive thing is the extended geographical scope, and of course the simplification and the relief of the administrative burden. However, having a look at the fiches which have been unofficially distributed to national authorities, I don't see the simplification, at least in the way the new actions have been designed and the new objectives set. So the main things that Bulgaria is really much in favor of is the proposal of the Commission to introduce a really reinforced Erasmus for All Charter, which, compared to the existing one, should be more in favor of enhanced quality and recognition from the very beginning of the actual mobility period abroad. The other thing that the Commission plans to introduce is the so-called bilateral interinstitutional agreement between home and host university, which would identify quality requirements specific for each exchange. So this is going back to what we were talking about in the morning. So if from the very beginning there is a really high-quality framework of what will happen during a mobility period abroad, I believe that the program would be much more successful than the current one. And then there is the reinforced role of the learning agreement, which is also signed by the student. This is again to do with the learning outcomes and the recognition of skills. So the Commission plans that this document specifies the expected learning outcomes and recognition arrangements at the very beginning. So there are some lessons learned, I hope. With regard to staff mobility, a special program will identify the professional needs of the higher education institution staff and the necessary preparation, which would contribute greatly to enhancing the quality of the sector in general. However, currently in the proposal of the Commission, there is no mention of non-teaching staff, which is also a very important aspect of the program, because best practice examples sharing and skills development is something that is as important as student and teachers' mobility within the context of the education system in Europe and across the world. Otherwise, Bulgaria strongly supports the emphasis on collaboration between the world of work and universities, since it is of major importance for us to have the contribution of the business sector in designing the curriculum. And curriculum development, of course, as well as learning approaches, because it's the business sector to identify the needs that the labour market sets for the new generation. There is also a lot going on centralised level, so the Commission is planning to introduce cooperation for innovation and good practices projects under Key Action 2.
and more precisely capacity building with neighboring countries, Africa, the Pacific, etc., which aims to support more than 1,000 projects and involve more than 10,000 higher education institutions. And this, according to the Commission, should result in new revised and modernized curriculum, put in place new teaching and learning approaches introduced, and also innovative structures and processes increasing cooperation with the labour market. However, in times of economic crisis, we suspect that 2013 would be really challenging for all of us, universities, national authorities, national agencies, because as you are probably aware at the moment, the Commission is experiencing some difficulties to materialize the budget that has already been allocated to member states of the lifelong learning programme. So, in this respect, 2013 would not only be a transition period, getting ready for the new program, but would also be challenging in order to finalize the projects that have already been started within the current lifelong learning program, and more precisely the Erasmus program. Unfortunately, at the moment, it is still not clear what would happen next year in terms of budget and the financial regulation to be introduced by the Commission. So, in this respect, there is not much we, as national agencies, could advise beneficiaries, which is really terrible because we have allocated funding, approved a lot of projects for funding, and at the moment there is not much that we could do except from wait for the Commission to decide on what they will do in order to amend the situation. The role of the national agency next year would be really, really important because quite a lot of promotional events and targeted campaigns should happen in order to promote the new program. Therefore, it is very important to know as soon as possible what the actions and the mechanisms would be for the implementation of the program. Having said that, we would like to see the Commission, the Parliament and the Council reach a decision on the new program as soon as possible and concentrate more on the content, as I said at the beginning, rather than the name or some other details that are not so important at the moment. Since in order to achieve the excellence the Commission likes to talk about, there should be really clear goals and objectives and tools to actually implement and introduce all of these. Thank you. So one last thing. It is also very important to make the idea of Bologna and EGVET, which is the system for transfer of credits within the vocational education and training system, work together. Because I don't think there are many people who are aware of the EGVET process, which is similar to the Bologna one, because talking about career guidance, career development, and what universities are trying to do at this very high level, the process should actually start from the very beginning. Therefore, we think that within the next program period, which is 2014-2020, there should be much more cooperation between the different sectors of education. So higher education should not isolate itself as a separate and unique sector, but should work more closely with other sectors of the education and other stakeholders. So thank you very much. Merci Boriana pour cette présentation claire et réaliste vue du côté de la Bulgarie. Donc je donne tout de suite la parole maintenant à Antoine Goldberg qui va donc apporter un regard croisé sur cette première présentation. Oui, merci Jacqueline. D'abord, merci beaucoup de nous avoir invités. Depuis maintenant le début de l'année 2011, l'Agence Europe Éducation Formation France a
considéré que ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée était un événement géopolitique majeur et que tout ce qui avait été fait donc depuis 20 ans pour permettre donc à différents programmes et en particulier à Tempus mais aussi à Erasmus Mundus de donner une dimension planétaire et également dans son voisinage donc de l'Europe vue comme une puissance éducative, capable de mettre en place des relations donc partenariales importantes, c'était quelque chose dont il fallait tenir compte et qui était une donnée essentielle dans notre travail. Donc aujourd'hui, ce colloque, 18 mois après le début donc de janvier 2011, s'inscrit à mon avis totalement dans ce qui est l'histoire du temps court, mais qui j'espère sera aussi celle du temps long. Donc merci beaucoup aux organisateurs d'avoir donc pensé à ce sujet. Deuxième élément, je parle de temps long parce qu'on est aujourd'hui, et Boriana l'a rappelé, dans une période de temporalité extrêmement courte qui correspond à un sujet non négligeable qui est celui donc du financement du programme 2014-2020 et qui vient bien entendu aussi croiser une question encore plus courte qui est celle des financements 2012 et des financements donc 2013 et qui peut donner l'impression à certains d'entre vous qu'on est entré dans une période soit de trouble, soit dans une période finalement de no future. Alors, c'est tout le contraire, et je remercie aussi les organisateurs d'avoir montré que le plus important était désormais de se projeter donc à 10 ans, à la fois donc en examinant ce qui est en lien avec l'Euroméditerranée dans le nouveau programme Erasmus pour tous, mais aussi en posant la question essentielle des enjeux. Pourquoi avoir une vision géopolitique un petit peu neuve ? Alors je donnerai 3 réponses en introduction avant de vous montrer ce qui dans le nouveau programme donc correspond à ces enjeux et qui complétera ce que nous a dit Boriana. Premier élément, nous sommes dans la politique de voisinage. Donc il y a une concomitance qu'il ne faut pas oublier entre la politique donc de voisinage de l'Union européenne et la mise en place de la stratégie d'abord de Lisbonne et ensuite de la stratégie 2020. Donc que l'on veuille ou non, il y a 2 éléments essentiels donc dans la vie de l'Europe qui ont été créés à peu près au même moment. Deuxième chose, les événements de 2011 et donc ce qui s'est passé donc au sud et je l'espère aussi donc à l'est donc de la Méditerranée sont un appel à ce que ce qui forge donc la création européenne autour de certaines valeurs puisse donc être repris au sud de la Méditerranée. Troisième élément, depuis 2011, la politique extérieure de l'Union européenne, qui est quelque chose d'assez neuf donc sur le plan politique étrangère pur, qui correspond à la création donc d'un service à part, d'une haute représentante donc à la politique étrangère, et au souhait de voir l'Europe donc avoir un rôle majeur en tant que puissance, vient bien entendu prolonger les efforts qui sont faits dans le domaine de la coopération, qui existe depuis très longtemps pour l'Union européenne, et bien entendu donne encore plus de poids à la coopération dans le domaine éducatif et dans le domaine de l'enseignement supérieur, qui ont été largement mis à contribution dans le cadre des 2 programmes européens que vous connaissez. Je crois que vous avez pas mal parlé de Tempus ce matin, et je voudrais bien entendu donner des éléments encore plus importants pour Erasmus Mundus. Je pense qu'Erasmus Mundus, c'est une double chance. La première, c'est d'avoir donné une dimension planétaire à un programme dont on a fêté le 25e anniversaire aujourd'hui, Erasmus. C'est une chance énorme pour l'Europe. Et je le dis aux représentants des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, d'envoyer des étudiants qui permettent aujourd'hui d'intégrer des équipes soit de pré-recherche, soit de recherche. Et c'est une chance commune entre l'Europe et le reste du monde. Et la vision portée donc par Erasmus Mundus est une vision qui a été à la base de ce que sera le nouveau programme dans sa dimension géographique élargie. Alors, c'est comme pour le financement. Boriana vous a donné tout à l'heure des éléments relativement précis, mais il y en a encore un certain nombre qui doivent être approfondis. Quels vont être exactement les pourtours de l'Union européenne qui vont être donc la nouvelle ère géographique du nouveau programme? Bon, il y a 3 possibilités qui, j'espère, seront concomitantes, mais qui correspondent bien entendu à la question budgétaire. La première, c'est de poursuivre la politique de voisinage. C'est normal, c'était la logique première de Tempus, et je pense que ça l'est donc aujourd'hui. Ça veut dire renforcement du partenariat oriental. Quand on regarde la Key Action 2, l'action clé 2, dans tout ce qui concerne donc les partenariats décentralisés, et qui vont être un élément important, les partenariats stratégiques décentralisés, on voit que dans les premiers messages que la Commission nous a passés, il y a la possibilité,
si cela est en lien avec le développement de l'établissement, de pouvoir s'étendre aux pays du voisinage. Alors, ça reste bien entendu une formule relativement floue, mais qui donne une indication, à mon sens, intéressante en termes de direction. Deuxième élément, bien entendu, c'est lié à la politique européenne, européenne de coopération et la politique aussi étrangère. Doit-on privilégier les coopérations correspondant à des partenariats stratégiques de l'Union, donc les grands pôles, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine? Il va de soi que dans les partenariats d'éducation et en particulier d'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable donc aujourd'hui, et c'est une deuxième dimension qui devra de toute façon être très rapidement, à mon sens, décidée au plus haut niveau, parce que derrière, il y a le troisième élément qu'attendent beaucoup nos amis d'Asie centrale, et qui est, bien entendu, Tempus, à l'ancienne, intégrer l'Asie centrale. Donc, est-ce que le Kazakhstan, qui est dans un partenariat stratégique avec l'Union européenne, et qui a été compris dans Tempus, va être un des éléments géographiques intéressants? Là, la question n'a pas été résolue. Donc, trois aspects. Politique de partenariat, très important du point de vue oriental pour nos amis qui sont plus proches donc, de la mer Noire ou de la mer Baltique, très important pour nous qui sommes frontaliers donc, de la mer Méditerranée. Et je donnerai un dernier point là, par rapport à cet enjeu général géographique, que le sommet 5+5 qui a lieu il y a un mois, donc à Malte, qui était un sommet donc, qui rassemblait les 5 États du nord de la Méditerranée et les 5 États donc, de la Méditerranée occidentale, a beaucoup insisté sur l'importance donc, des partenariats en termes éducatifs. Dernier point, comme vous le savez, nous avons maintenant une stabilisation de l'UPM institutionnellement. Vous savez tous que l'UPM qui a été créée donc, en 2008 donc en France avec une double présidence donc, française et égyptienne a eu quelques difficultés sur le plan politique. Je pense que ça sera reconnu par les chercheurs que vous êtes. En revanche, sur le plan du développement donc, de la recherche et du développement donc, des coopérations éducatives, il y a eu des chantiers qui ont été lancés qui doivent absolument continuer à l'être. Aujourd'hui, on a une stabilisation institutionnelle avec une double présidence, une présidence jordanienne et une présidence donc, de l'Union européenne. Donc on peut résolument penser qu'il y aura une convergence entre les objectifs éducatifs de l'UPM, les objectifs éducatifs du 5+5 et les objectifs propres liés au nouveau programme Erasmus pour tous. Alors, ce nouveau programme Erasmus pour tous, pardon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous le... C'est ici, d'accord. Je vous ai... Pour appuyer, c'est sur celui-là. Je vais passer relativement vite parce que ça, vous le connaissez. La présentation générale, je vous passe le point de départ parce que ça, je pense que vous le connaissez. Je vais aller tout de suite au fait, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, qui sont les principaux enjeux. Alors d'abord, les lignes directrices. Bon, plus ambitieux, plus ouvert d'un point de vue donc, géographique, plus simple, on l'espère tous, plus innovant, ça va de soi. Alors, pour illustrer ce que vous a dit Boriana, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait 4 ou 5 programmes. Donc Grundtvig, Erasmus, Leonardo Comenius, les grands, et puis toute une série de petits programmes, et Jeunesse en action, et qu'on va avoir derrière 3 actions clés, c'est ce que vous a rappelé donc Boriana tout à l'heure. Plus généralement, voilà les objectifs chiffrés, hein, je rappelle ce que vous a dit Boriana, 550 000 sur les anciens programmes pour les personnes mobiles par an pour l'Europe, passer donc à 700 000. Et plus généralement, bien entendu, c'est le budget en bas qui est la question la plus importante, passer de 9 milliards à 19 milliards. Vous savez qu'on aura probablement la réponse en début janvier, telle que les chefs d'État et de gouvernement ont pu nous dire. Plus important, c'est ça, c'est la ventilation budgétaire par action. Je crois que même si vous êtes au fond de la salle, vous voyez que c'est l'aspect Key Action One qui est le plus important, la mobilité. Et que derrière, donc, le budget des frais des agences nationales reste tout petit, c'est ce que je voulais vous signaler, et que nous aurons besoin donc du soutien important de l'ensemble d'entre vous. Et merci Erasmus Expertise de nous aider donc à pouvoir travailler avec aussi peu de moyens alloués par la Commission. Plus important, bien entendu, tout à l'heure Boriana l'a rappelé, il y a une querelle du nom en ce moment. Doit-on avoir Erasmus pour tous, qui était le nom proposé par la Commission et que le Conseil a donc a priori donc accepté. Aujourd'hui, le Parlement européen, comme vous le savez, a trouvé un nom intéressant qui s'appelle YES.
Alors c'est pas simplement parce qu'ils aiment les barres chocolatées des années 80, c'est pas uniquement parce que ils ont un amour particulier pour une réduction donc aux acquis de la langue de Shakespeare. C'est juste que bien entendu, yes, c'est Youth Education and Sport, et ça met en avant le fait que le sport sera une dimension du nouveau programme. C'est quelque chose qui pour le moment n'a pas été encore beaucoup commenté, et on attend beaucoup pour savoir si on va avoir des actions qui resteront très marginalisées ou qui seront intégrées dans la logique générale. Alors, plus important, peut-être ça, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, c'est la proposition du Conseil sur la ventilation budgétaire par secteur. Alors, ce que, bien entendu, la Commission, elle, souhaitait qu'il y ait une labilité, une flexibilité, que l'on puisse répartir donc l'ensemble des budgets Erasmus pour tous de manière très, je dirais, flexible pour les agences et pour, bien entendu, la Commission. Mais le Parlement s'est méfié et il a souhaité mettre d'abord des seuils, des fourchettes, et en gros, il souhaite que dans le budget Erasmus pour tous, il y ait 25% pour l'enseignement supérieur, 15% pour l'enseignement et la formation professionnelle, 7% pour l'enseignement scolaire et 2% pour l'éducation des adultes. Vous voyez que bon an, mal an, on est sur des proportions qui correspondent au volume de ce que représentaient les précédents programmes Grundtvig, Comenius, Leonardo et Erasmus. Est-ce que ça sortira du chapeau ? On le saura donc début janvier. Donc, plus important, on voit que les actions donc décentralisées, c'est la ligne du bas qui est la plus importante, seront donc désormais simplement à 65%, alors que sur LLP, elles étaient à 85%. Pourquoi ? Parce que les gros partenariats vont être plus importants, et donc on peut penser que ce qui concerne donc la Key Action 3, qui a été donc précisé donc par Boriana, sera essentiellement donc de l'ordre de l'action de l'agence exécutive, donc du centralisé. Alors les enjeux, très rapidement, on va venir aux 3. Bon, alors, les actions décentralisées, on ne va pas rentrer dans le détail qui a été précisé tout à l'heure donc, par Boriana, mais je pourrais vous les laisser. Mais il me semble que le plus important, c'est ça. Les principales nouveautés donc, sur la Key Action 1. D'abord, les mobilités individuelles donc, sont bien entendu de plus en plus laissées de côté au profit donc, des partenariats. Deuxièmement, Boriana l'a rappelé, il va y avoir un système de charte pour toutes les structures organisatrices de mobilité. Quand on est dans l'enseignement supérieur, on est habitué aux chartes Erasmus. Il va falloir maintenant le faire, donc même quand on n'a pas été habitué à la charte Erasmus. Et puis, bien entendu, les mobilités depuis et vers les pays tiers seront possibles en fonction de l'intérêt. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça dépend beaucoup des porteurs de projets. C'est à eux de définir si c'est intéressant ou non de développer un partenariat avec un pays tiers. Enfin, pardon, là pour une fois c'était trop vite. Je vais revenir à la précédente. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui doivent être très rapidement donc mis en valeur et probablement auxquels il faut donner des réponses. Alors le premier sur la mobilité. C'est bien sûr ce passage d'une mobilité individuelle à une approche beaucoup plus institutionnelle. C'est quand même un changement paradigmatique important au moment où on veut atteindre des objectifs qu'a rappelé Boriana, 5 millions, alors qu'on était à 2 millions, et là-dedans avec 900 000 à 1 million pour les encadrants de la politique éducative. Quelque chose d'assez neuf, et on voit bien qu'on a un objectif à 6 ans qui est extrêmement ambitieux. Deuxièmement, la grande question, c'est l'incitation au regroupement des établissements pour réduire le nombre de candidatures. C'est dans la logique de ce qu'est éducation et formation tout au long de la vie, mais vous voyez bien qu'il va falloir donc avoir de plus en plus de partenariats entre établissements du secondaire et des établissements du supérieur, entre établissements du supérieur et entreprises. Ça veut dire que ce qui était à la logique de LLP au démarrage doit devenir la réalité. C'est-à-dire la capacité de s'entendre alors qu'on est dans des domaines aujourd'hui qui sont relativement segmentés, même si bien entendu les passerelles ont été nombreuses depuis le démarrage des LLP. Pour l'enseignement supérieur, donc, on a la mise en œuvre donc, des fameux prêts, je n'en parlerai pas, parce que c'est un dossier qui nous demanderait, à mon avis, plusieurs heures de discussion. Mais bien entendu, il y a le problème des durées pour les mobilités, 1 ou 2 ans. Alors vous savez qu'on est habitué aujourd'hui, donc notamment pour les mobilités Erasmus, c'est 6,7 mois en moyenne, donc pour les mobilités d'études, que pour les mobilités de stage, on est à 3,5, là on passe de 1 à 2 ans. En termes d'organisation, ça va être quelque chose de relativement complexe. En revanche, pour la mobilité professionnelle, ça a été dit par Boriana tout à l'heure, un des sujets les plus importants, c'est les fameuses mobilités validées ECVET. On est aujourd'hui, grâce au système de Bologne, habitué à valider ECTS.
Donc comment va-t-on valider les nouvelles mobilités dans la formation professionnelle en ECVET? Est-ce qu'on va le faire de manière totalement parallélique à ce qui existe donc pour les ECTS? En tout cas, la réponse devra être trouvée puisqu'il y a derrière la question de la convergence entre ECTS et les ECVET. Enfin, et c'est probablement le plus important pour la mobilité, pour l'Action One, que va-t-on faire de l'articulation avec le FSE? La question est brûlante. Je pense que vous êtes tous au courant que, quels que soient donc nos États membres, l'utilisation du FSE n'a pas été probablement aussi complète que le souhaitait la Commission ou les États membres. Et on voit bien que les objectifs, en particulier pour les publics dits en difficulté, et qui sont des publics cibles du FSE, ce sont aussi des publics cibles d'Erasmus pour tous. Donc, la connexion possible entre des projets FSE et des projets Erasmus pour tous sera un des enjeux qui doit être terminé très rapidement. Et vous savez que ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne l'ensemble des administrations qui ont en charge le FSE et celles qui ont en charge Erasmus pour tous. Il y a derrière l'obligation aussi au niveau communautaire d'avoir des choix entre les directions qui sont concernées. Pour notre pays, c'est une question majeure compte tenu de la future réforme de décentralisation, la loi de décentralisation, et compte tenu du fait que les financements FSE seront une des éléments clés du nouveau poids des collectivités territoriales dans la politique territoriale. Et on voit bien pour les publics dits en décrochage combien l'association des deux types de financement est une nécessité. J'ai plus qu'une minute, donc je vais effacer les deux. Celle-là, je la laisse parce que c'est la plus importante dans le tableau. Nous sommes dans l'action 2, dans les actions centralisées, donc correspondant à ce que fait l'agence exécutive. On a un chiffre. Donc vous avez déjà une possibilité. On n'en a pas beaucoup pour le moment. Mais on sait que dans les fameux partenariats stratégiques, puisque la Commission l'a annoncé, il y en aura 1020, dont 682 pour la politique de voisinage. Si on prend le chiffre habituel, la politique 1 tiers, 2 tiers, vous pouvez donc déjà considérer qu'il y a 2 tiers des 682 qui ont été annoncés pour la zone euro-méditerranéenne. Donc on ne part pas de rien, et il faut donc rajouter ce qui est fait, qui a été annoncé pour ces 2 tiers de 682, avec les annonces particulières qui ont été faites en bilatéral, soit sur la Syrie, je vous rappelle l'ouverture aux étudiants syriens d'Erasmus Mundus, soit sur l'Égypte, avec le partenariat nouveau qui vient d'être mis en place pour la formation professionnelle, soit avec le Maroc, qui a été annoncé lorsque la commissaire est partie au Maroc. Et donc, nonobstant toutes ces données bilatérales entre l'Union et les différents États, on aura déjà la certitude qu'il y aura un certain nombre de partenariats stratégiques qui vont exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour vous que vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer à créer du partenariat stratégique avec l'Euromed. C'est pas mal de le savoir dès fin 2012. Dernier slide. Sur l'action clé 2, un certain nombre de difficultés, une seule candidature pour l'organisme coordonnateur. Vous voyez ce que là se représente quand vous avez une université, une collectivité, plusieurs établissements du secondaire. Il va falloir s'habituer vraiment à travailler ensemble. Deuxièmement, possibilité d'associer des associations de pays tiers, on l'a vu. Et puis, très important, les cross-sectorial. Je suis désolé de ce mot absolument hideux, de franglais. Ce qui signifie tout simplement que seront privilégiés dans les partenariats ceux qui auront une vraie vision d'éducation et de formation tout au long de la vie. Alors je terminerai par là. Nous avons récompensé, nous, à l'agence, en 2011, un projet qui aujourd'hui s'appellerait Transsectoriel, qui était porté par l'Université de Montpellier, qui était un projet Averroès, qui a démarré sur un programme Erasmus classique et qui s'est reconverti sous une autre forme et qui aujourd'hui concerne 11 universités du sud de la Méditerranée. Pourquoi on l'a récompensé? Non seulement c'était un bon programme, alors certes il n'était pas de Bordeaux, je suis désolé, il était de Montpellier et il associait 11 pays méditerranéens parce que dans notre esprit, il était totalement dans l'esprit de ce qui sera demain les partenariats nouveaux tels qu'on les voit dans ces partenariats stratégiques. Je vous rappelle que vous en connaissiez 2, qui étaient les alliances de la connaissance montées par quelques universités, les alliances sectorielles correspondant à 5 secteurs économiques, et que désormais, le plus important, ce sont ces partenariats stratégiques. Voilà.
Le seul message que je voulais passer, c'est que, au-delà des difficultés présentes qu'a rappelé aussi Boriana, et qui sont des difficultés conjoncturelles, non négligeables pour le deuxième semestre 2013, on se situe aujourd'hui avec une feuille de route sur l'Euromed qui, certes, a été mise en place petit à petit pendant l'année 2011 et pendant l'année 2012, mais qui est une feuille de route réelle. Donc on n'est plus ni dans le rêve, ni donc dans la perspective diplomatique, on est dans l'ère du concret. Et maintenant, c'est à vous de pouvoir donner donc une réalité à ces projets euroméditerranéens. Merci. Merci Antoine, vraiment de terminer sur ces notes optimistes. Donc je crois qu'on a entre ces deux interventions qui représentaient la Commission européenne, le cadre qui a été très clairement posé pour l'avenir 2014. Alors je rappelle à chacun que l'agence 2E2F a un site remarquablement bien détaillé où vous pouvez trouver énormément d'informations. Donc j'encourage évidemment à aller le visiter. Pour ceux qui sont pas loin, mais pour les autres aussi, l'agence est aussi ouverte et je crois disponible pour compléter les informations que les uns et les autres souhaiteraient. Merci à Boriana qui a aussi véritablement montré, je crois, très clairement le cadre de ce futur projet, encore une fois de façon réaliste et tout l'intérêt que nous avons, Erasmus Expertise, de travailler en collaboration avec vous, les agences. Comme Antoine le soulevait, les agences ont peu de moyens. Je crois que nous en avons encore moins. Mais me semble-t-il que peu de moyens, avec très peu de moyens, on va pouvoir arriver à avancer ensemble. Donc merci à Boriana et à Antoine d'avoir posé clairement ce cadre.